Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus et tant aimés. Le 20 avril 2024, Odile Collet soufflera ses 101 bougies. Sa voix est celle de l'une des deux survivantes de la rafle qui, le 25 novembre 1943, dévasta l'université de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand depuis 4 ans. Avec le temps qu'arbre des... Son histoire est aussi devenue celle de sa famille. Aussi, s'est entouré de Pierre, son neveu, et de Gérard, son petit cousin, qu'inlassablement, elle nous a livré le récit d'une journée qui a marqué à jamais sa vie d'étudiante de 20 ans. Ne convient pas que vous raconte. Si elle a choisi de nous parler d'hier encore et encore, c'est pour que nul n'oublie le prix de sa liberté d'aujourd'hui. Que sont mes amis devenus? Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter la fac? C'était quoi la fac de droit où vous étiez? Oui, parce que c'était la fac de droit qui dépendait de l'université de Strasbourg. Parce que Clermont était une petite faculté, une petite université, il y avait les lettres et le droit et les sciences, mais il n'y avait pas la médecine et le droit. L'université de Strasbourg s'est repliée en 1939 à Clermont. Et alors, ils ont donc apporté tout leur équipement. Donc on a eu à Clermont la possibilité de suivre les études de droit et de médecine. D'accord. Parce qu'auparavant, il y avait des écoles libres et il fallait aller passer les examens dans une université. Et je crois que c'était à Grenoble. Alors, c'était pas très commode. Là, donc, la guerre, en somme, nous a apporté cet avantage à Clermont d'avoir toutes les disciplines, oui. Quand il ne reste en branche feuille. Chanson de l'université de Strasbourg de Louis Aragon. Cathédrale, couleur du jour, prisonnière des Allemands, tu comptes inlassablement les saisons, les mois, les moments aux cathédrales de Strasbourg. Ils étaient partis, emportant ce que contient une besace, le souvenir de tes rosaces et de cigognes sur l'Alsace. Cela fait un bon bout de temps. Enseigner, c'est dire espérance. Étudier, fidélité. Ils avaient, dans l'adversité, rouvert leur université à Clermont, en plein cœur de France. Maîtres du haut savoir ancien, jeunes gens au regard de juge, vous préparez dans ce refuge les lendemains du grand déluge, quand Strasbourg reverra les siens. Excusez-moi. Vous êtes chez vous, hein? Allô? Ah ben, tu peux pas ouvrir la porte, c'est ma femme de ménage. 1941 ou 42, vous entrez à l'université? En 41. 41. C'était officiellement une zone libre? C'était la zone libre? Ah oui? À Clermont. Oui. Et donc, pendant plusieurs années, tout se passe bien? Bien oui, il y avait les Strasbourgeois qui avaient été repliés. C'était bénéfique pour Clermont. Pas d'Allemands à Clermont. Voilà.
Alors en sciences et lettres, ils se partageaient l'enseignement. Est-ce que vous vous souvenez du moment où les Allemands ont mis les pieds à Clermont? À peu près. Ça doit être en 42. Et alors ça a changé complètement les affaires? Oui, parce que la France, au début de la guerre, Oui. il y avait deux zones. La zone occupée, qui passait à peu près par Moulins, et puis qui comprenait aussi les côtes de l'Atlantique. Et donc cette zone, c'était la zone occupée, et au-dessous de Moulins, c'était la zone libre. Donc on avait quand même plus de liberté. Mais alors, c'est en 42, puis il y a eu un incident. Il y a eu un incident en 42. Voilà, parce que la zone... il y a eu des... qui ont envahi la zone sud, et finalement, après, il n'y avait plus qu'une seule zone, une zone occupée. C'est ça, ouais. C'est un peu ce que j'ai lu aussi. Hein. C'est-à-dire que en 42, il y avait libre circulation, toute la France était occupée. Quoi. Voilà. C'est comme ça que c'est arrivé jusqu'à Clermont-Ferrand. Et donc, si on arrive directement à l'année 1943, puisque en fait, c'est celle la plus traumatique pour vous. D'abord, est-ce que vous avez envie de le raconter? Parce que vous n'avez peut-être pas envie de le raconter. Oh, non, ça ne me fait rien. Oui, donc j'étais à la faculté de droit. Et puis, voilà, le 25 novembre 1943, mon voisin qui était près d'une fenêtre voit un camion stationné et des soldats allemands descendre. Alors il me pousse le coude, il me dit les Boches, parce qu'on ne parlait pas des Allemands, nous c'était les Boches. Et bien on les a vus arriver, ils ont fait irruption dans les salles de cours, nous expulsant dans la petite cour là, et puis au bout de peu de temps, deux cars sont venus nous chercher pour nous amener à la fac des lettres. Alors là, on a retrouvé les étudiants de sciences et de lettres. D'accord. Et nous étions entassés vraiment. Et on attendait. Et puis, il y a eu un contrôle d'identité qui a été mené par un étudiant en droit que j'ai connu parce qu'il était dans la même année que moi. Et il faisait partie d'un mouvement de résistance. Il a été dénoncé, arrêté. Et puis, pour avoir la vie sauve, il a dû se mettre au service de la collaboration. D'accord. Alors, c'est lui qui a mené le contrôle d'identité lors de la rafle du 25 novembre 1943. Ce contrôle a commencé en milieu de matinée et s'est poursuivi jusqu'à 6 heures le soir. Ah oui. Alors ont été arrêtés les Juifs et puis des étudiants qui, porteurs de fausses cartes d'identité, faisaient partie de la résistance. Alors ils ont été 139 arrêtés et déportés en Allemagne, dont ils ne sont pas revenus. 139. 139. Pardon, l'étudiant dont vous me parlez là,
qui faisait les contrôles d'identité. Oui. Ça a été une découverte pour vous de le voir à cet endroit-là. Oui, vous le saviez déjà? Ah non, 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 c'était la stupeur. Alors, le contrôle se faisait en présence de 2 membres de la Gestapo, mais c'était lui qui décidait du sort de chacun de nous. Ah, c'était lui qui décidait? Ah ben oui, parce que, par exemple, moi, j'avais aucune raison, je ne faisais pas partie comme mouvement, enfin. Mais comme il avait fait partie d'un mouvement de résistance, lui, il connaissait les gens. Alors donc... ça veut dire que ce jour-là, il y a eu une double chasse, entre guillemets, la chasse aux Juifs et la chasse aux résistants. Voilà. C'est ça? Voilà. Alors 139, ils sont restés quelque temps à la prison du 92, là, et puis ils ont été transférés en Allemagne, dont ils ne sont pas revenus. Vous avez su ça, la suite des opérations bien longtemps après, j'imagine? Ben, sur le moment, on ne savait pas. On a su que, après, au moment de la libération. Ah oui, vous n'avez jamais su? Eh bien non, on ne savait pas qu'ils étaient partis en Allemagne, on savait qu'ils avaient été arrêtés, mais c'est tout. On n'avait pas d'informations. Le mal ne sait pas seul venir. Science, longue patience. Mais d'où vient qu'ici tout s'est tu? Les nazis sont entrés et tuent. La force est leur seule vertu, la mort est leur seule science. M'a Dieu donné le roi. Ils dispersent d'un point de fer jusqu'aux cendres de nos foyers. Ils tirent au hasard, voyez, ce corps sur la chair ployé. Que faire, mes amis, que faire? Quand me vient le vent Le massacre des innocents, sachez qu'Hérode, s'il leur donne, c'est peur d'un enfant de Madone parmi vous qui naît et s'étonne de la belle couleur du sang. Les fils de Strasbourg qui tombèrent n'auront pas vainement péri si leur sang rouge refleurit sur le chemin de la patrie, et s'y dresse un nouveau Kléber. Des Kléber, par le temps présent, il en est 100, il en est 1000. Des militaires, des civils, dans nos montagnes et dans nos villes, des francs-tireurs et partisans. C'est une histoire que vous connaissez, ça? Gérard et Pierre. Maintenant, oui. Il y a longtemps que vous la connaissez? Alors, l'histoire, oui. Mais en revanche, ce que je ne savais pas, c'est que ma tante participait aux manifestations de commémoration du 25 mars tous les ans. Et j'ai appris que récemment, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 ans. C'était important pour vous? Vous étiez le témoin de participer aux manifestations? Ah oui, mais surtout que je vais avoir 101 ans. Vous savez, donc il n'y a plus beaucoup de survivants de cette période. Personnellement, j'avais une amie, mais elle est morte l'année dernière. Et j'assiste à la commémoration, mais je retrouve personne. C'est quand même, en 43, ça fait quand même... Oui. C'est important pour vous de transmettre tout ça? Oui. Et ce matin-là, ce 25 novembre, je sais que tu me l'as raconté aussi un petit peu, tu habitais boulevard Fleury. Oui. Avec ta maman et voilà. Ton père. Et ce matin-là, tu es parti à l'université, à la fac de droit, qui était tout à fait en haut de l'avenue Carnot, et tu avais fait un oubli. Ah oui, j'avais oublié ma carte d'identité. Et j'avais fait un peu de trajet. Je suis revenue pour la chercher. Et bien m'en a pris
parce que ceux qui n'avaient pas de carte d'identité, ils étaient incarcérés au 92 en attendant qu'ils puissent justifier de leur identité. Alors ils pouvaient y passer 4-5 jours. Je me suis félicitée après de ce réflexe. Et ta maman savait pas ce qu'il advenait de toi. Tu avais 20 ans, tu étais partie à la fac. J'étais partie à la fac comme habituellement. Mais alors, en faisant ses courses, comme on habitait le quartier des facs, elle avait appris qu'il y avait eu une rafle. Alors, elle savait où j'étais, mais... Oui, elle s'inquiétait de votre sort. Eh bien oui. Et alors, on a passé toute la journée dans la cour de la fac, à peu près de 10h du matin jusqu'à 6h, lorsque s'est terminé le contrôle d'identité. Et je me souviens que toute la journée, je me suis fait du souci pour ma mère, parce que je me disais, elle doit se demander pourquoi je rentre pas. Et je sais que j'ai pris... J'étais restée debout toute la journée, mais malgré tout, ça ne m'a pas empêché de courir à la maison pour vite la rassurer. Oui. Mais la majorité a été libérée, mais enfin, il y a ceux qui sont partis en Allemagne et qui ne sont pas revenus. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. Alors, les cours ont repris, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, les cours ont été interrompus pendant 3 semaines, et puis ils ont repris, mais on était un petit peu moins nombreux parce qu'il y avait d'abord ceux qui avaient été pris, et puis ceux qui s'estimaient en danger et qui préféraient ne plus entrer à la fac, parce qu'ils disaient peut-être que l'opération peut peut-être se renouveler. Enfin, alors ils jugeaient plus prudent de... Après, ils ont pu se présenter aux examens parce qu'ils ont travaillé seuls, et puis voilà. Quelle histoire, hein? Qu'est-ce que vous pensez du traître? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez du traître? Eh bien, si vous voulez, il a voulu sauver sa peau et celle de sa fiancée, parce qu'ils étaient tous les deux menacés. Et de toute façon, à la libération, il a été arrêté, jugé, condamné à mort, et il a été exécuté. De toute façon, son destin, c'était de périr dans le fusil. Son sort était scellé. Alors c'est un destin un peu tragique. Bien sûr. Parce que c'était le fils d'un officier, en plus. De l'armée française. Alors qu'il avait été élevé dans la tradition, en fait. Mais alors, sur le moment, on était en colère en disant... et puis, en réfléchissant, on franchissait toutes ces étapes. Et il avait, de toute façon, il devait périr fusillé. Le fait qu'il veuille
protéger sa fiancée, ça a été contesté par les résistants. Personne. Ben, il voulait sauver sa peau aussi, hein, d'abord en premier lieu. Alors, sur le moment, si vous voulez, on disait oh, ben, il a bien mérité ça. Et puis, en réfléchissant, on dit mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? C'est difficile même de juger ceux qui... Parce que quand vous êtes menacé, tout le monde n'est pas un héros. Cette histoire, elle vous habite depuis 80 ans. Elle ne vous a jamais lâché. Mais non, parce que c'est quand même... c'est exceptionnel. Enfin, c'est pas dans les événements courants. Et chaque année, je vais à la commémoration, je me fais un devoir d'y assister en hommage à ceux qui sont partis, qui ont été arrêtés et partis en Allemagne et qui ne sont pas revenus. Les 139 qui sont restés dans les camps de concentration. Mais je ne pourrais pas oublier cette journée du 25 novembre où les Allemands ont fait irruption dans les facs. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a 20 ans et qu'on voit comme ça débarquer les Allemands et qu'on sait que c'est la guerre? Votre première réaction, ça a été quoi? Ben, un peu la stupeur, et puis après, on ne savait pas quel sort nous allait nous être réservé. Et puis après, bon, il y a eu ce contrôle d'identité. Alors, certains ont été arrêtés, soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils appartenaient à un mouvement de résistance, et qu'ils étaient connus de celui qui nous contrôlait, de Mathieu, qui lui avait fait partie du mouvement de la résistance, et qui avait dû tourner sa veste pour échapper au pire. Quand vous avez été arrêté, là, amené à Avenue Carnot, vous n'avez pas su à ce moment-là qu'un des professeurs, Paul Coulon, avait été assassiné. Et non. Vous ne saviez pas? Vous ne saviez pas? Non, parce qu'ils ont investi le secrétariat de la fac de lettres, et puis ils se sont mis à fouiller dans les documents, et le professeur Coulon a voulu s'interposer. Et bon. Alors ça, on l'a su le lendemain, mais... Il y a un jeune élève de 15 ans aussi qui a été tué, dit... Ah oui, c'était dans le quartier de la bibliothèque universitaire. Il a vu les Allemands ont investi tous les bâtiments universitaires dans la bibliothèque. Et alors lui, voyant des Allemands, s'est mis à courir. Et pas. Nous, on est là pour perpétuer et continuer votre témoignage. Est-ce que vous avez l'impression que on l'oublie, on l'a oublié aujourd'hui? Oh, je pense parce que, vous savez, les faits remontent à 1943. Alors, bon... Mais alors, tous les ans, il y a la commémoration. Alors, bon... Mais il n'y a pas... Je ne sais pas si... Ça paraît pas... C'est pas annoncé dans la presse, d'abord.
Alors les gens ne peuvent pas le savoir. Il n'y a que les initiés qui savent qu'il y a une cérémonie tous les 25 novembre à la fac et qui y vont, mais sinon, il n'y a pas un monde fou. Ah ben, on ira à la prochaine, hein? Ah oui. Et moi j'y vais en tant que participante, mais sans étiquette. Limousin Henri, déporté. Lochstein André, déporté. Margraf Henri, déporté. Marx René, déporté. Mathieu Gabriel, déporté. Merle Pierre, déporté. Regensberg Henri, mort pour la France. Reiss Paul, mort pour la France. Romer Albert, déporté. Romer Francis, déporté. Salmon Madeleine, déporté. Schiffman Lucien, mort pour la France. Est-ce que vous saviez que les étudiants de Strasbourg étaient des résistants avant la rafle? Ou est-ce que c'est la rafle qui vous a Ah permis? ben non, on ne savait pas. Vous ne saviez pas? Vous ne savez pas qu'il y en avait des étudiants qui allaient se retrouver sur le plateau de Gergovie. Ça ne savait pas, ça. Je ne sais pas si ça a été prévu après. Ben, c'est normal, hein. Oui. Ah oui, il résistant, faisait pas trop de on ne publicité. peut pas le dire. Ouais. En revanche, le fait que l'université de Strasbourg se replie en zone libre, donc sur Clermont-Ferrand, c'était déjà un signe de résistance, parce que normalement, l'université devait être rattachée au Reich. Et donc ceux qui sont venus en Auvergne, c'est parce qu'ils ne voulaient pas être rattachés au Reich. Donc c'était déjà un signe de résistance. Et alors après, dans le détail, probablement que ça peut échapper aussi. L'université de Strasbourg était réputée, y compris en Allemagne, était très réputée pour son enseignement, ses professeurs, sa bibliothèque était immense. Moi, je vais poser une question toujours aux deux jeunes, là. Vos familles, vos enfants, avec les Odile. Ah, j'ai dit Odile, Madame Collet. Ça fait partie de leur histoire? Ils connaissent, ah oui, ils connaissent, ils l'ont entendu. On en a parlé, ils ont entendu Odile en parler. Effectivement, pour eux, c'est leur histoire. C'est l'histoire d'Odile, mais c'est l'histoire de Clermont, donc de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour eux aussi, ça fait partie de leur histoire. Et quand tu étais à la fac, tu avais aussi un professeur, alors je ne sais pas s'il était de Strasbourg celui-là, si je crois qu'il était de Strasbourg, qui était un peu particulier. Le professeur, comment il s'appelle, Delpech, c'était le doyen de la faculté de droit. Ah oui? Mais alors, il avait un handicap. Je crois que maintenant, il n'aurait pas pu enseigner. Il disait même tous les 2-3 mots. Alors, ça donnait les procès même verbaux, Clermont même Ferrand, les sapeurs même pompiers. Tous les mots composés, le trait d'union était remplacé par un même. Et puis, je me souviens de phrases. Mais oui, même messieurs, parce qu'il s'adressait toujours aux messieurs. Il y avait un tiers de filles, mais on ne comptait pas. C'était messieurs. Mais oui, même messieurs. Je n'aurais pas l'insolence de vous même rappeler la bataille de même Poitiers remportée en 732 par Charles le Martel. Ah oui, ça doit faire le tour de la famille, ça. Et alors, je sais, Romulus fut le premier. Romulus a instauré le service d'incendier à Rome. Il a été le premier empereur de Rome. Et Romulus fut le premier sapeur, même pompier, même du monde.
Des petites anecdotes. Parce qu'il y a des phrases qui sont restées. Ah oui, ça doit marquer, hein. Ah oui. Mais au début, on avait le fou rire. Mais au bout de 2-3 ben, on s'arrêtait de rire parce qu'il fallait quand même prendre les cours. Et puis on était habitués. Ça ne nous faisait plus rire. Vous dites qu'il y avait un tiers de filles étudiantes à l'université. Je trouve que ça fait beaucoup pour l'époque même, non? Je croyais même qu'il y en avait moins que ça. Un tiers. Mais je pense, oui, que ça devait être... Je ne vous affirmerai pas que le pourcentage soit absolument exact, mais on était quand même assez nombreuses. Donc vous êtes une Clermontoise? Oui. Je suis née en Savoie, à Aiguebelle, un petit pays, où mon père était pharmacien. Et puis, je sais pas, je devais avoir peut-être 8 ans, 7-8 ans. Mon père a vendu sa pharmacie et il avait l'intention de s'installer à Clermont. Ceci parce que mon frère avait 2 ans de plus que moi et donc ça posait des problèmes pour les études. Il fallait, mon frère avait été en pension très tôt. Alors donc mon père voulait qu'on soit externe, enfin qu'on soit... Alors donc ils sont revenus à Clermont, mais il n'a pas pu réaliser son souhait puisqu'il est tombé malade et il est décédé. Mon frère avait 12 ans et moi 10. Ah oui. Alors, on a été élevés par ma mère, qui était une maîtresse femme. Et tous les deux, que ce soit toi ou ton frère, vous avez des diplômes de l'université de Strasbourg, oui. Sans avoir mis les pieds à Strasbourg. Oui. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il y avait la fac de droit et la fac de médecine de Strasbourg. C'est mieux maintenant ou c'était mieux avant? C'est différent. C'est bien différent. Il me semble que maintenant il y a plus de laisser aller, on est moins rigoureux, on est moins... Vous avez l'impression qu'on est capable de recommencer cette histoire-là aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être... je pense pas quand même, mais il peut y avoir des choses différentes, mais... C'est-à-dire que je suis maintenant un peu en dehors, si vous voulez. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Ton mari, Marc, oui. Pendant la guerre, il n'était pas sur Clermont, lui. Ah non, mon mari était méridional. Et il a passé ses examens tout d'abord à Aix-en-Provence, et puis comme mon beau-père était officier de réserve et il était mobilisé. Et alors, je ne sais plus
pourquoi ils sont partis de la région d'Avignon pour venir à Clermont. Non, mais je pense que c'est pour les études de Marc. Alors il a fait donc ses études à la fac, à Clermont. Et puis après, bon, il est rentré dans l'administration après avoir passé les concours. Ce que j'ai fait, moi, un peu après. Et c'est là que je l'ai connu, d'ailleurs. Mais pendant la guerre, il n'était pas sur Clermont. Il n'est pas resté sur Clermont. Non. Il a été, à un moment donné, à Paris, dans un mouvement de résistance. Il faisait des... Et puis après, il était dans le Midi, après. Et puis sur Clermont, il est venu à Clermont à cause de l'université de Strasbourg, parce que ça l'intéressait. Et quand il était sur Paris et dans l'Est de la France, il avait une fausse identité. Ah oui, mais j'ai des documents que je peux vous montrer. Ah ben, attendez, il y a un dossier rouge qui est par là. Voilà, c'est ça. Ah oui, vous avez tout un dossier là. Oui, le dossier de mon mari, que j'ai... Enfin, si vous voulez le feuilleter, regardez ce qui peut vous intéresser. Parce qu'il y avait sa carte, sa fausse carte d'identité. Voilà. Ouais. Attends, je ne sais pas où elle est. C'est celle-ci, non? C'est celle-ci. C'est un autre nom, c'est ça? C'est par en haut. Ouais, faut... Alors, je ne sais plus ce qu'il était. Je me souviens plus. Attends, tu peux me lire ce qu'il y a? Allez. Alors, nom, Collignon. Ah oui. Prénom, Marie-André Henry. Né à Béthune. Il a un peu de Calais, oui. C'est sûr qu'il était né à Béthune. Nationalité française. Domicile Chalon-sur-Marne. Avenue de Metz. Profession étudiant. Ben, elle était bien faite, la carte. Mmh. Et il s'est bien fait contrôler avec cette carte, déjà. Ah oui, c'était la seule qu'il avait. Ouais. Et alors avec ça, il passait partout? Il s'est fait contrôler? Oh, ben oui, sans doute. C'est pas fait contrôler dans le train, une fois? Peut-être bien, oui. Et que par des soldats allemands. Et alors, je sais pas, il devait avoir un papier pour, je sais pas quelle profession il avait pour le couvrir, et que le soldat allemand s'est mis au garde à vous devant lui. Et qu'après, il a dû partir du wagon, parce qu'après, les autres passagers le regardaient dans le sale œil. Oui. Il était obligé de changer de wagon. Il ne voulait pas crier, je suis résistant. C'est une fausse identité. Eh oui, ça devait être quelque chose, hein. Oui, parce que l'allemand... Donc il parlait plusieurs langues, dont l'allemand, donc il le comprenait très bien. Il a un certain nombre de certificats de langue slave. Oui, le russe. D'accord. Le russe, le tchèque, le polonais. Là, ils sont bien accolés. Hein. Alors là, c'est le tchèque, le polonais, le russe. Les diplômes, ça, c'est quoi? Ah oui, oui. Oui. Oui, oui. Donc, il connaissait bien la langue. Et alors, vous avez voyagé avec lui? Oh non. Non, c'est pas ça.
pendant qu'il faisait ses études, on n'était pas mariés à l'époque. Donc vous êtes restée un petit peu toute seule avec cette histoire? Eh bien oui, parce que j'ai plus de relations et je vais avoir 101 ans. Alors... Bien alerte. Hein? Bien alerte. Enfin, je fais ce que je peux. Enfin. Mais je me souviens que pendant les années là où j'étais à la fac, malgré l'ambiance qui n'était pas très... Il y avait quand même quelques chahuts, quelques... Les étudiants avaient 20 ans. Je me souviens qu'ils avaient entrepris, c'était en première année, il y avait l'amphi, alors les derniers rangs qui étaient un peu turbulents, alors ils répétaient les dernières syllabes. Par exemple, la Constitution de 1975, 15. Alors, on ne pouvait pas suivre le cours. Mais je sais qu'une fois, ils s'étaient pas levés lorsque le professeur était rentré. Or, le professeur, c'était un professeur de Strasbourg, Marcel Prélot, qui était professeur de droit constitutionnel, et c'était une véritable armoire à glace. Il était très solennel, et il avait vu qu'il y avait il a dit que la montagne sorte. Il les avait expulsés. Et dans le nord, que la montagne sorte. La montagne était sortie. Le gros problème, c'était de se nourrir. Alors, parce que on avait des cartes de rationnement. Mais le pain était rationné, la viande, la farine, l'huile, en fait, il n'y avait que les légumes frais qui n'étaient pas rationnés. Mais alors, la préoccupation, c'était de manger. Parce que les rations n'étaient pas suffisantes pour nourrir quelqu'un. Alors il fallait se procurer des légumes. Alors à la campagne, les gens s'en tiraient parce qu'ils avaient des jardins, ils pouvaient se procurer des volailles, des lapins, ils avaient... Mais en ville, c'était plus difficile. Si vous voulez, on pouvait se procurer des choses, mais au marché noir, au prix fort. Alors, c'était pas dans les possibilités des étudiants. Moi, je sais qu'on, la famille dont on n'y a pas recours, parce que on avait des relations à la campagne. À Messé, on est... Ah oui. Et on pouvait se procurer des pommes de terre. Les pommes de terre, c'était vraiment une bénédiction. Manger des pommes de terre, c'était un luxe. Vous aviez une attache vers Messé, parce que oui. Votre frère, il a terminé par là-bas. Enfin, il a fait sa carrière par là-bas. Ah ben oui, mais la famille de ma mère était originaire de Messé. D'accord. Et mon père a été pharmacien à Messé dans sa début de carrière. Et puis il est parti en Savoie, à Aiguebelle. Mais la famille de ma mère
originaire de Messé. Et mon frère était médecin des mineurs. À l'époque, les mineurs avaient un régime spécial. Ils ne payaient pas le médecin. Il y avait Société de secours minier, c'est ça? C'était le tiers payant. Et ils pouvaient consulter le médecin aussi souvent que... Et c'était pour eux gratuit. Mais alors le médecin, il était rémunéré par une caisse spéciale qui était en somme un système de sécurité sociale pour les mineurs. C'était la caisse des mineurs qui le rémunérait. Bon, je crois qu'on va vous remercier. On ne va pas vous embêter tout l'après-midi, hein, parce que vous êtes en train de faire vos valises. Je suis libre. Oui, je vais faire ma valise. Mais bon, on ne vous remerciera jamais assez, parce que cette histoire, quand elle sort de votre bouche, c'est pas la même chose que quand on la lit dans un bouquin. Mais c'est-à-dire que je suis dans les rares survivants de... Je vais avoir 101 ans. Bel âge. Hein? C'est un bel âge. Oh, ça dépend de quel point de vue. Mais enfin, moi, je suis contente qu'il y ait des... qui s'intéressent à ce qui s'est passé pendant cette période. Bon, bah écoutez, on vous remercie. Oh, ben... Et on se donne rendez-vous le 25 novembre à Blaise Pascal. Avenue Carnot. Avenue Carnot. Oh, mais je pense que ça m'étonnerait qu'il soit parce que je serais incarcérée là. Oh, pas dans une résidence senior demain. Non. Les Allemands sont partis. Hein. On ira vous chercher. Robert, déporté. Les Allemands étaient chez moi. Géry, morte pour la France. Ils me dirent Henri, signe-toi, déporté. mais je n'ai pas peur. Margraf Henri, déporté. Mars, J'ai repris mon Mathieu Gabriel, arme. À Strasbourg, nous irons ensemble, Regensberg, ainsi qu'il y a Angers, 25 mort ans. pour la France. La victoire est dans notre camp. À Strasbourg, dites-vous, mais quand? Mort pour la France. Mais j'ai tant Albert, déporté. d'amis. Romer, Francis, déporté. Salmon, Madeleine, J'ai déporté. la France entière. Théron, Georges, déporté. Vandermeer, déporté. Un vieil homme À Strasbourg, à Prague, à Oslo, 3 universités martyrs, regardez-les tandis qu'ils tirent, sachant déjà qu'ils vont partir et que la défaite est leur but. Wolf, Jean, mort pour la France. Faculté de pharmacie. il est mort sans surprise. Cain, Denis, déporté. Bonny, mort pour la France. Dutheil, Jean, mort pour la France. Regardez-les comme ils faiblissent, conscients de leur destinée, les bourreaux sont les condamnés. Nous les chasserons cette année, malgré leurs chars et leurs complices, aux armes héros désarmés. Mort pour la Pour France. Strasbourg, la France et le monde, entendez cette voix profonde Mathieu qui Gilbert, gronde, déporté. qui gronde, qui gronde. Bernard. Meurent les assassins gamés. Amoudruse, François, déporté. For the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Lugo, Cathédrale, couleur du jour, Ebel, prisonnière des Allemands, déporté. tu comptes inlassablement les saisons, les mois, les moments. Déporté. Ô cathédrale de Strasbourg, Then will come from the shadow. Mort pour la France. Fischer, Justin, déporté. Flagnac, Henri, mort pour la France. Gérard, André, déporté. Glatt, Joseph, déporté.
Grailshammer,